monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci d'être sur TNTV. À la une ce soir, 1700 élèves rapatriés dans leur île pour les vacances de Noël. Les premiers vols retour ont débuté ce matin à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Une organisation pour Air Tahiti qui bouleverse son programme et une joie non dissimulée pour ces élèves après des mois loin de leur famille. Paris vote pour l'élargissement des compétences des communes. L'Assemblée nationale a examiné il y a quelques heures la proposition de loi modifiant le statut pour étendre la possibilité des communes d'exercer les compétences du pays. Le texte a été adopté après des débats électriques. Réaction ce soir du président du Tapura Huir Atira et maire de Pirée, Édouard Fritsch, est notre invité. Des locaux flambant neufs et une carte de formation transformée. Le nouveau CJA de Papen'o a été inauguré ce matin. Objectif de l'équipe éducative, redorer l'image des centres de jeunes adolescents. Une formation dans le secteur de la pêche est également en projet. Et puis les commerçants dans les starting blocks à l'approche des fêtes. Le marathon des achats de Noël a démarré, une période que les professionnels du secteur anticipent plusieurs mois à l'avance. Objectif, rester compétitif en cette période de forte demande. Les premiers vols charters pour les scolaires vivant dans les îles ont donc démarré ce matin. Plusieurs dizaines d'élèves ont pu être rapatriés pour passer les vacances de Noël en famille. Une organisation pour Air Tahiti déjà bien rodée à l'exercice. Au total, 1700 élèves vont devoir être rapatriés. Hotuari Colombani a assisté au départ ce matin. Regardez. Sourire, valise et impatience, ce matin, plusieurs dizaines d'élèves ont repris le chemin de leurs îles. Après des semaines et des mois d'internat, loin de leur famille, l'heure des retrouvailles a enfin sonné. Je suis carrément content de rentrer sur Makemo parce que c'est vrai que la distance avec nos proches, c'est très difficile et je suis carrément content de rentrer sur Makemo aujourd'hui. Et pour assurer ses retours, Air Tahiti a renforcé son programme. Sur cette période de fin d'année, la compagnie a ajouté 58 vols permettant de rapatrier près de 1700 élèves. C'est effectivement une période très importante pour nous, pour les enfants et les familles. À noter que pour l'ensemble de l'année, puisque ce sont des opérations qu'on répète plusieurs fois dans l'année, on transporte environ 10 000 enfants. On travaille en équipe, donc en lien avec la DG2E, qui nous envoie les listes de passagers et à chaque fois, ils viennent la consolider en envoyant des mises à jour, en ajoutant ou en retirant des élèves. Nous, ça nous permet de revoir le programme en ajoutant des vols ou en retirant. Et à l'arrivée, l'attente s'efface dans l'émotion, des élèves retrouvant enfin leurs parents, des familles réunies pour les fêtes et quelques semaines de repos bien méritées, des retours simples mais précieux que rien ne remplace. Il n'y a rien de mieux qu'on peut demander pour les fêtes. C'est le meilleur des cadeaux. Ah oui, carrément, parce que une séparation de plusieurs mois, ça fait mal quand même. Mais voilà, on est obligé de faire avec, parce que c'est pour l'école et tout. Si on veut que nos enfants ils avancent, on est obligé de les laisser partir. Je suis très content de le voir aujourd'hui, parce que ça fait 6 mois qu'il est parti et il est en seconde et maintenant je suis content, félicitations pour son école. Ça me fait du bien, là je vais bien me reposer aussi. Ah oui, j'avais vraiment hâte, parce que l'école c'est un peu fatigant. Pour la rentrée, je vais bien me reposer, je serai prêt aussi pour l'année prochaine. Ce dispositif organisé entre la Direction générale de l'éducation et de l'enseignement et la compagnie aérienne locale se poursuivra dans les prochains jours. Une organisation désormais bien rodée qui permet à tous les élèves de regagner leurs îles pour débuter leurs vacances. De Rapa à Fakarava, en passant par Makemo ou Moorea, les communes réclamaient depuis des années un cadre clair pour agir et c'est chose faite. L'Assemblée nationale vient d'adopter à la majorité absolue la modification de l'article 43 du statut d'autonomie. Mais vous le verrez, l'examen du texte était électrique. Compte rendu de séance avec Esther Cuneo. Je dis que la discussion de ce texte dans cette Assemblée
procède d'un réflexe colonial qui consiste à imposer depuis Paris une décision concernant l'organisation interne d'un territoire pourtant reconnu comme autonome par nos propres lois. À peine le texte présenté, que déjà la France insoumise conteste la légitimité du débat au Palais Bourbon. Un premier tir qui installe la thématique coloniale et met le feu aux poudres. Colonialisme, évidemment, nous y sommes. Mais qui peut croire à ça? Qui peut croire sérieusement que sur ce texte, pour donner de la liberté aux communes, pour essayer de sécuriser un cadre juridique, mais qui correspond à la réalité de terrain, c'est-à-dire que les communes, elles font déjà, et que nous sommes ici sur un texte qui vient donner un cadre, qui peut parler ici de colonialisme. Vive réaction forcément aussi de la rapporteure du texte. La réforme proposée vise précisément à libérer et sécuriser l'action publique de proximité et à faire confiance aux communes. Comment vous pouvez venir ici dénigrer l'image des maires? Comment vous pouvez le faire ici? Ça, c'est une attitude de colon. Cette modification ne remet pas... Mais LFI persiste. Soumettre cette réforme à Paris plutôt qu'à l'Assemblée de Polynésie traduit justement un déni d'autonomie. Ce ne sont pas nous les colons, c'est vous qui, avec cette proposition de loi organique, procédez d'un réflexe colonial en proposant que l'Assemblée nationale, ici, et le Sénat se prononcent à la place de l'Assemblée de Polynésie française. Et c'est inacceptable, il faut donc voter cette motion de rejet. Elle aussi votera contre le texte, qu'elle qualifie de poudre aux yeux. Ce texte fait donc objectivement plaisir aux maires. Mais faute de moyens financiers dédiés, il n'aura pour effet que de brouiller les frontières entre les compétences du pays et celles des communes. Les 48 communes polynésiennes n'ont pas toutes la même santé budgétaire. De plus, certaines disposent de services structurés, d'autres gèrent à peine leurs compétences de base. Que va-t-il se passer ? Soit les communes renonceront faute de moyens, soit elles s'engageront dans des politiques qu'elles ne pourront assumer techniquement et financièrement. Et inévitablement, elles se tourneront vers le pays pour obtenir des financements. Mais pour les autonomistes, refuser cette réforme, c'est tout simplement tourner le dos au Tavana. On nous parle de décolonisation, mais parler à la place des Polynésiens contre l'avis unanime de leurs représentants de proximité, ça c'est du néocolonialisme. Reste à mesurer sur le terrain si cette réforme répondra réellement aux attentes des communes. Voilà, et c'est avec Édouard Fritsch que l'on va commenter, entre autres, cette actualité. Édouard Fritsch, Yorana. Bonsoir Sophie, bonsoir aux téléspectateurs. Et merci à vous d'être présent ce soir. Vous êtes le président du groupe Tapura Huiraatira à l'Assemblée, maire de la commune de Piré. On vient de le voir, donc, cette adoption à l'Assemblée nationale pour l'élargissement des compétences des communes. C'est l'aboutissement d'un long combat, mais avec des débats houleux, on vient de le voir. Oui, laissez-moi d'abord féliciter nos parlementaires, parce que ça a été un travail assez long. Il fallait convaincre. Et aujourd'hui, donc, c'est chose faite. Y compris Mme Arbelot. Je pense qu'effectivement, elle était le perroquet du président. Elle est venue dire à l'Assemblée nationale ce que le président Moïse Bourderson souhaitait au sujet de cette loi. Mais il ne faut pas se tromper. Nous ne courons pas après les compétences. Nous en avons suffisamment. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous nous occupons de nos jeunes, nous nous occupons de nos personnes âgées, nous nous occupons de sport et nous n'avons pas le droit. Donc cette extension de la loi va permettre de sécuriser le travail des maires dans les communes. Et je pense en particulier à ces communes éloignées, parce que les communes éloignées n'ont pas la direction des affaires sociales, n'ont pas la direction de la jeunesse et des sports chez eux. C'est Tavana qui fait tout. La députée Myriana Redarbelot, qui a donc toujours affiché son opposition à ce projet de loi, elle pose notamment la question des moyens mis à la disposition des communes pour exercer ces compétences. C'est tout de même une inquiétude, notamment pour les plus petites communes. Qu'elles ne disent pas n'importe quoi. Les maires ne courent pas, c'est pas un problème financier, les maires ne courent pas après de l'argent. Les maires courent après une sécurité dans les réalisations qu'ils font dans leur commune. Ce n'est pas une question de finance. Et je crois qu'effectivement, M. Moïse Bourderson se bat parce qu'il craint que le partage de compétences derrière veut dire partage de financement, parce qu'effectivement, c'est le pays qui finance ces compétences. Mais vous savez, nous faisons tout ce travail avec ce que nous avons, ce dont nous disposons, et nous n'en demandons pas plus. Alors, toujours selon Myriana Redarbelot, je la cite, l'autonomie n'est pas un jouet électoral. Autrement dit, cette adoption tombe à quelques mois des élections municipales. Ce n'est pas un hasard du calendrier. Je lui demande de regarder l'histoire de ce pays. Cette demande des maires date d'au moins 10 ans. Ils ont commencé déjà à mon époque, et nous avons effectivement beaucoup discuté. Et
46 maires sur 48 sont demandeurs aujourd'hui. Il y a quand même un problème quelque part. Aujourd'hui, les deux maires qui se sont retirés, Je on pense sait c'est les que maires Oscar Temarou, indépendantistes, bien sûr, l'a fait. Bien sûr. Anthony Giros. Bien sûr. Mais enfin, ce n'est pas une majorité de maires, ce n'est pas une majorité qualifiée, c'est l'ensemble des maires qui le demandent. Donc c'est que quelque part, il y a un vrai besoin, et ce besoin est le besoin de la population. Alors c'est en tout cas un revers pour le président du pays. Moïse Broderson avait lui-même déposé un projet de loi du pays qui n'ira donc pas à son terme. On va passer à une autre actualité, Édouard Fritch, celle du budget 2026. Il a été adopté hier, un budget de continuité, mais qui manque d'ambition. Selon vous, pourquoi ? Oui, ben, écoutez, c'est la majorité qui parle de budget de continuité. Nous ne disons pas que c'est un budget de continuité parce qu'ils ne savent pas faire comme on l'a fait nous. Non, mais c'est le rapporteur même du budget qui le dit à l'Assemblée, chose qui a été d'ailleurs rectifiée par le président derrière. Effectivement, ce budget, j'ai envie de dire, pour être court, c'est un budget sans saveur. On ne répond pas. On ne répond pas aux besoins des populations. Que réclame la population? Quand il dit en engagement électoraux, lorsqu'ils se sont présentés, ils ont dit qu'ils allaient influer sur le coût de la vie, qu'ils allaient baisser le coût de la vie. Qu'est-ce qu'on entend dire à l'Assemblée? Je ne plaisante pas, mais à l'Assemblée de Polynésie, on nous dit on va mettre 4-5 milliards pour construire des pistes cyclables et ça va intervenir sur le coût de la vie. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Personne n'a rien compris, mais on en est à ce point-là. Et les moyens qui sont mis en place aujourd'hui ne viennent pas justifier justement ce que dit le gouvernement. Je pense qu'il y a une déconnexion entre la campagne électorale et les engagements que le gouvernement a pris avant les élections et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une déconnexion avec l'État et une déconnexion avec la population. Et pourtant, pour Moïse Broderson, ce budget est en fonction des besoins réels de la population. Avant le vote du budget, les débats ont aussi tourné autour du pacte fiscal en début de semaine. Parmi les projets adoptés, donc ce fonds, cette création de fonds de 4 milliards pour lutter contre la vie chère, justement, de l'argent qui sera prélevé dans le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation. Selon vous, ça va diminuer le dispositif de fonctionnement des communes? Vous êtes inquiet? Eh bien sûr, la mesure qui est prise pour alimenter ce fameux fonds de 4,5 milliards est prise sur les taxes du pays et sur lesquelles les communes ont une partie de ces taxes, 17% de ces taxes. Ce que fait le gouvernement aujourd'hui va réduire de 800 millions le FIP pour le pays, pour les communes à terme. Mais c'est énorme pour nous. Et effectivement, le FIP vient financer pratiquement la moitié du budget de fonctionnement des communes. Il y a combien d'argent au total dans le FIP? Dans le FIP, on doit être là, pour l'année prochaine, on va être aux alentours de 20 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Et bien sûr, le gouvernement nous dit, oui, mais le FIP a environ 15 milliards de réserves. Mais vous savez que si on a de la réserve, c'est parce qu'on voit loin. C'est parce qu'on veut se préserver, se prémunir face à de futures crises qui peuvent se... Lorsque la crise de 2010 est arrivée dans le pays, nous n'étions pas préparés. Ça a coûté cher aux communes, pratiquement 2 ans d'inaction. Le ministre de l'économie explique tout de même que si la création de ce fonds met en difficulté le FIP, il pourrait revoir son dispositif. Est-ce que cela ne suffit pas à vous rassurer un peu? Je lui dis en séance que ce n'est pas digne d'un ministre de le dire. Lorsqu'on prend une décision, on doit garantir, on doit assurer l'exécution de cette... On ne peut pas prendre une décision et dire, bon, écoutez, à la fin de l'année prochaine, on va regarder. Non. Nous, on ne peut pas jouer avec ça. Nous, on ne peut pas s'exposer à des risques en matière financière. Donc, chacun a sa façon de voir les choses, n'est-ce pas? Alors, la séance s'est poursuivie cet après-midi, Édouard Fritch, avec des débats houleux sur votre proposition d'interdiction des essais contre les essais nucléaires. Vous avez même quitté l'hémicycle. La séance a été suspendue. Finalement, la résolution a été retirée pour un sujet finalement qui devrait faire l'unanimité. Que s'est-il passé? Depuis 2021, avec Recotica, avec ma demande de pardon à l'Assemblée de Polynésie, où effectivement j'ai reconnu que nous avons menti sur les essais nucléaires. Le président Sarkozy l'a fait, enfin tout le monde l'a fait derrière. Mais je souhaitais, avec cette résolution et profitant de la déclaration du président Trump, la reprise des essais américains, je pensais que c'était là un sujet qui pouvait nous unir, un sujet que nous pouvions discuter ensemble dans la paix, dans la sérénité. Et en fin de compte, cet après-midi, on découvre que le Tavini Huiraatira revient avec des insultes sur la France. Enfin, la France en a pris plein la figure et ce n'est pas ce que je recherche. Je ne veux pas que
cette résolution devienne un sujet de division. Bien au contraire, puisque nous, les autonomistes, nous voulons parler, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice de la paix. Mais voilà, donc j'ai demandé à on a retiré, j'ai retiré la résolution et puis on verra ça plus tard. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir été notre C'est invité moi ce soir. qui vous remercie. En bref, à présent, sachez qu'un nouveau réseau d'importation de méthamphétamine et d'anabolisants depuis les États-Unis a été démantelé par la gendarmerie. Après investigation, 8 personnes ont été interpellées, près de 2 kilos de drogue, plus de 5 millions de francs en espèces et des biens ont été saisis pour une valeur estimée à plus de 44 millions de francs. Tous les détails de cette affaire sont à retrouver sur notre site tntv.pf. tntvnews.pf. Ils ont fait leur rentrée dans un établissement flambant neuf après 2 ans d'attente. Les élèves du CJA de Papenhaut peuvent désormais profiter de leurs nouveaux locaux. Et qui dit rénovation, dit aussi nouvelle carte de formation. Une carte innovante et en accord avec les besoins du secteur primaire. On voit cela avec Tawhiti Tauniwa Moussan. Il est construit en face du stade sportif de Pitohiti à Papenhaut. Près de 40 ans après que Yves Doudout, premier directeur, ait lancé le projet, ce centre de jeunes adolescents fait enfin peau neuve et innove jusque dans ses formations. Les enseignants souhaitent que ces établissements ne soient plus seulement vus comme des outils de lutte contre l'illettrisme ou encore le décrochage scolaire, mais bien comme des choix de formation pour ces élèves. Ce bâtiment va accueillir une carte scolaire importante comme la métallerie, la menuiserie, l'agriculture et la cuisine. Ce qui est le plus à mettre en avant aujourd'hui, c'est que le CJA a décidé d'innover en partenariat avec sa commune en implantant depuis la rentrée d'août une serre vanille. Et nous tendons aussi à favoriser une agriculture bien sûr biologique, mais aussi au travers de l'hydroponie et de l'aquaponie. Pendant 4 ou 5 ans, les élèves renouent avec l'école. Dans ces ateliers, ils retrouvent motivation et plaisir dans les différentes disciplines scolaires. Comme quoi, le collège, ça apprend pas plus que le CJA, on va dire. Parce que le CJA, ça apprend comment travailler. Et ce centre va plus loin avec ses espaces d'apprentissage et de formation pré-professionnelle polyvalents. Puisqu'avec la collaboration de la commune, une formation dans le secteur de la pêche est en préparation depuis 2 ans. Dans notre vision, c'est de donner cette opportunité à nos ados de leur apprendre la pêche. C'est toujours en cours d'élaboration. Ce projet-là va être mis en place avec évidemment l'équipe de circonscription et l'ensemble de l'équipe pédagogique. C'est important de le signaler. En fait, c'est ça une école qui nous ressemble et qui nous rassemble. À Papenhaut, plus d'une vingtaine d'élèves âgés de 12 ans et plus sont scolarisés ici avec beaucoup de roulements. Même si ce n'est pas leur seul objectif, les CJA peuvent les raccrocher à un projet d'avenir. À 15 jours de Noël, ce reportage au plus près des commerçants. Depuis plusieurs jours, ils font le plein de commandes et de clients. Mais cette affluence, ils l'ont préparée bien à l'avance, car il faut pouvoir répondre à la demande en période de fête, mais aussi anticiper l'éloignement géographique. Voyez ce reportage de Laure Philibert, image signée Naya Bennett et Hoanui Atwahiva. C'est le mois le plus important de l'année pour les commerçants. Noël est la période où beaucoup réalisent leur meilleur chiffre d'affaires. Mais pour que l'offre corresponde à la demande, il faut s'organiser. C'est vraiment un rush particulier. Au niveau des stocks, des marchandises qu'on reçoit, c'est souvent 6 mois à l'avance qu'on se prépare justement pour avoir la marchandise que l'on souhaite au moment voulu. J'ai dû me projeter depuis 3 mois sur ma nouvelle collection spéciale Noël. Beaucoup de rouge, une énorme collection. Par rapport au chiffre d'affaires d'un mois classique dans l'année, comparé au mois de Noël par exemple, on fait à peu près du x4, x5 sur notre chiffre d'affaires. C'est énorme, il y a beaucoup de demandes. On a commandé de plus gros stocks, ça fait 2, 3, voire 4 mois qu'on se prépare pour cette période de fête-là. Et il faut savoir que je fais principalement du fret aérien, pour que ça soit plus rapide, pour que je puisse tester les produits. Et lorsque les ventes décollent, les employés en extra sont un soutien précieux.
On recrute 2 personnes en plus pour les fêtes. J'ai dû faire appel à des petites mains pour pouvoir m'aider pour fignoler, pour être prête aujourd'hui jusqu'au 25 décembre. Pour Manahiva, le commerce en ligne est un moyen de réguler les charges et pour le client, d'éviter la foule dans les magasins. On est basé en ligne sur Internet, on a une boutique en ligne, un site Internet et toutes les commandes se passent en ligne. Ça nous évite beaucoup de frais, beaucoup de charges et comme ça, on peut travailler de chez soi ou travailler de n'importe où dans le monde. Et je trouve que c'est aussi un avantage pour le client parce qu'il peut passer commande directement sur le site Internet comme s'il était dans le magasin. Pour l'acheminement aussi, tout dépend de l'affluence. Attention à bien vous renseigner pour être sûr que le Père Noël passe bien le 25 décembre. Et à l'approche des fêtes, ce concert qui a fait salle comble hier soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, un karaoké solidaire était organisé par Rideau Rouge et la DSFE. Il a permis de rassembler les familles pour un moment festif. Paris réussi donc pour cette première édition. Ambiance et temps fort dans ce reportage de Moya Pierron sur les images de James Panier. Le casting du Téréhimine Tehono Utuafare a été lancé en septembre dernier. Il fallait composer un groupe d'au moins 2 personnes issues de la même famille pour participer à ce karaoké solidaire et arriver en finale. Moorea Fa'a Teirapu Est Hiti Autera Tevaiuta Aroué. Hier soir, 15 communes étaient représentées. Au total, 57 personnes sont montées sur scène pour chanter sous le regard du public et des 8 membres du jury, parmi lesquels les parrains de cette première édition, Teiho Tet Ofa et Teiva LC. Pour désigner les vainqueurs, le jury a dû prendre en compte les prestations vocales, l'harmonie, mais aussi l'émotion et l'unité familiale, puisque le premier objectif de ce concours, c'était de renforcer les liens entre les membres d'une même famille, de leur permettre de se retrouver autour d'une activité musicale. Et c'est la famille Nanaya de Haroué qui a remporté le premier prix, suivi des familles Estol, Amin et Kunovski. Voilà donc pour ces beaux moments en famille hier soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, juste après l'émission de 0 à 100 km/h, suivie des grandes signatures avec Tiarenui Pahuiri Philippon et son invité, le fondateur de l'atelier Procope. Enfin, retrouvez 2 nouveaux épisodes de la série Damages. Excellente soirée à tous, à demain.